جديد حبه والقديم لا تفرط فيه. Patrimonium. Un voyage au cœur du patrimoine algérien. Ravie et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans votre espace hebdomadaire Patrimonium. Nous sommes aujourd'hui à 536 km à l'est d'Alger, dans une région touristique par excellence, au potentiel patrimonial très important. Nous sommes au plus précis à Ypone, dans l'Antiquité, Bonn durant la période coloniale, Annaba de nos jours. Comme toutes les villes d'Algérie, Annaba a son histoire ancienne. Et c'est une ville riche en découvertes archéologiques. Et surtout les sites et monuments existants témoignent de son authenticité, telle la vieille Médina. Et ce n'est pas Linda Tebaïli qui le dit, mais plutôt les enfants de Bona, qui le confirment, entre autres Saïd Ahmani, ancien conservateur du patrimoine archéologique de l'Est. L'origine de l'appellation de Annaba, c'est une chose. L'origine de l'appellation Ypone, c'en est une autre. Bon. Parce qu'en réalité, elle s'est appelée Ypone et serait vraiment un magicien, celui qui trouverait réellement la signification de Ypone. Il y a plusieurs hypothèse, ça pourrait être en fonction de l'eau qui entourait le site, ça pourrait être un mot d'origine, peut-être amazigh ou autre, et qui a été transformé, surtout dans la période dite classique, entre les Carthaginois et les Romains. Toujours est-il que c'est le point de départ. Seulement, Ypone va elle-même évoluer. Va évoluer pendant une certaine période de l'histoire de la ville, à partir, disons, du 8e siècle. Pour, disons, simplifier, dans les textes arabes, elle s'appelle Bouna. Bon, donc elle s'appelle Bouna, et Bouna n'est autre que la transformation de Ypone, donc le H est parti et il reste la consonne P, donc d'Ypone, et le N d'Ypone. Et donc ça a donné Bouna. Bon, elle peut être Bouna al-Haditha, Bouna la neuve, etc. Mais l'essentiel c'est Bouna, qui elle-même va donner bonne dans les langues, disons, européenne ou latine, puisque c'est tout simplement la latinisation. Dans les textes du 15e ou du 16e, on l'appelait Bona, pour donner bonne en français. Et bonne, c'est l'appellation officielle. C'est comme Ypone dans l'Antiquité. Annaba est une description, c'est un descriptif, c'est un adjectif. C'était Ypone, enfin plutôt Bouna, Madinat al-Annab, la ville de Jujube. Oui. Donc, c'est, comme on dit Blida, la ville des roses, bon, on disait Bouna, Madinat al-Annab. Par rapport à l'Annab, bon, il y avait des forêts aujourd'hui, il y a quelques arbres sauvages à droite et à gauche, mais jusqu'en 1830, 1840, toute la région dans laquelle nous sommes maintenant assis était couverte de jujubiers. Donc, évidemment, dans l'officiel de tous les textes, pratiquement jusqu'au XIVe siècle, c'est Bouna. Vous prenez Ibn Khaldoun, vous prenez, je parle des écrivains du Maghreb, c'est Bouna. Mais le Madinat al-Annab, c'est un ajout, c'est, si vous voulez,
pour donner une identité bien précise à cette ville dans cette période. Puis, avec le 19e siècle, début du 20e siècle, ce qui a prévalu dans la population, puisque Bonn devenait le nom de la ville pendant la colonisation, ben, les Bonnois ou les Hipponois ont décidé d'appeler exclusivement leur ville de Annaba. Et ça reste Annaba. Voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est ma vue de la chose. Logique. Voilà, c'est ma vue de la chose. Saïd, on continue notre traversée à travers l'histoire. Oui, oui. Et comme toutes les régions de l'Algérie, Annaba a traversé plusieurs périodes qui témoignent un peu de son authenticité et sa particularité. Nous allons commencer par donc l'époque préhistorique. Bon, on va essayer de faire une sorte de comeback, si vous voulez, du film historique de la ville. Bon, la ville et sa région, parce que bon, Annaba en tant que, si vous voulez, entité matérielle, géographique, bon, ce n'est qu'un espace bien délimité. Mais, si vous voulez, du point patrimonialement parlant, Annaba, c'est aussi les franges qui sont tout autour, les voisins qui sont tout autour. C'est Wilayet Tarf, c'est Wilayet Galma, c'est Wilayet Skikda, c'est la mer. Parce que la mer aussi joue un rôle. Un rôle très important. Hein? Donc, à partir de là, donc, on peut dire que l'historique ou l'histoire de la ville a connu pratiquement, disons, embrassé tout le spectre de l'histoire de l'Algérie. Depuis son existence géologique, à savoir la préhistoire, hein, parce qu'à travers la préhistoire, comme vous le savez, les périodes géologiques, ça commence du primaire et ça descend jusqu'au quaternaire. Donc, dans ces zones ou dans ces périodes géologico-préhistoriques, bon, donc le site de Annaba se situe en dehors du lieu que nous connaissons aujourd'hui. Le préhistorique de Annaba se situe à Ras el-Hamra. Ras el-Hamra, c'est ce qu'on appelle aussi le Cap de Garde. Les années 50, il y a eu des découvertes d'éléments préhistoriques. C'est la base de l'Edoug, donc vers la plaine. C'est au-delà d'Hippone, si vous y allez, vous aurez la possibilité, dans la colline qu'on appelle aujourd'hui Boukhadra, et contre laquelle je m'élève, parce que l'appellation originelle c'était Bouhamra, eh bien là aussi, on a décelé des restes du préhistorique. Et dans pourquoi l'appellation a changé, Saïd Ahmani? Bon, l'appellation originale, Bouhamra, dans la population, depuis, j'allais dire presque la nuit des temps, on a appelé Bouhamra à cause de la teneur du sol en hématite de fer. Hamra, rouge, donc ça donne un peu cette impression. Et dans les années 80, un wali a décidé, il a dit, comme à Bouhamra, dans une partie de cette région de Bouhamra, il y avait un Gourbiville, il a dit, Bouhamra c'est équivalent à la misère, moi je vais l'appeler Boukhadra. Ce n'était pas sérieux, patrimonialement parlant. Patrimonialement parlant. Donc, voilà comment c'est devenu Boukhadra, d'autant plus que ça fait double emploi avec les mines de Boukhadra qui se trouvent du côté de Soukaras. Oui. Donc, on ferme cette parenthèse et on revient aux périodes préhistoriques, les grandes périodes préhistoriques du paléolithique, c'est-à-dire la pierre ancienne, le néolithique, la période historique, etc. La zone de la ville, le site de la ville a connu toutes ces périodes. Hein. Vous aurez l'occasion certainement de vous occuper de la Wilayet Tarf. On trouve la continuité
ou du moins la parenté entre des éléments de la préhistoire dans cette zone voisine. C'est pour ça que je vous dis, parfois, les régions Il y a un cordon ombilical. Exactement. Donc, évidemment et malheureusement, les produits de quelques fouilles qui ont été organisées, parce qu'il y a eu des fouilles organisées, notamment à Ras Al Hamra, donc Cap de Garde. Bon, les objets qui ont été découverts se trouvent au musée du Bardo à Alger. Ou des antiquités. Non, plutôt des antiquités, je crois. Soit l'un, soit l'autre. Oui. Seulement, le site où ça a été trouvé a été tellement bouleversé et il y a eu un véritable, ce que j'appelle moi, génocide, entre guillemets. Plus qu'un massacre. Bon, parce que dans les années 80, certains, se targuant de leur parenté quelque part en haut lieu, ont voulu construire des hôtels, etc. Il y a des hôtels qui ont été construits, qui ont bousillé. D'autres, ils ont commencé, mais c'est pas achevé. Mais malheureusement, le mal, parce que le mal est fait, et si vous voulez, ils ont effacé une trace de leur identité. Voilà, une partie de l'histoire de la ville est complètement effacée, disparue. On sait que faire de l'archéologie, c'est détruire, en partie. Mais tandis que là, c'est la destruction totale, sauf les 1 ou 2 articles qui sont parus dans l'ancien bulletin d'Hippone, de l'Académie d'Hippone, dans les années... Bon, donc, voilà ce qu'on peut dire de la préhistoire. Malheureusement, au niveau du musée d'Hippone, vous ne trouverez pas des éléments qui représentent la préhistoire. Cette période-là. Voilà. Évidemment, cette période préhistorique va s'achever sur ce qu'on appelle la période proto-historique et historique. Bon, la période historique, c'est un peu la période où commence à apparaître ce qu'on peut appeler la Numidie ou le pays des Amazirs, etc. Des civilisations. D'abord, la population en elle-même, oui. Qui est, elle, c'est une population qui descend des origines préhistoriques et qui se sont mélangées à des populations méditerranéennes qui sont venues soit par la mer, parce que la mer là joue un rôle important, soit terrestre du sud ou bien du nord, peu importe. Ça va constituer d'abord la population amazigh, à partir de laquelle va apparaître, d'une part, la personnalité amazigh de la région, qui va, personnellement, je préfère commencer par cela, qui va aboutir à constituer les premières entités politiques, donc royaumes ou principautés, etc., qui aboutiront entre, disons, le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ à la formation, à la fondation de la Numidie d'abord politique et la Numidie monarchique, avec notamment les Massiles qui donnent naissance donc à Gaïa, son père, puis à Massinissa et tous les descendants, et Hippone, ou la région d'Hippone, était une des assiettes, un des creusets dans lesquels s'est constituée cette, j'allais dire, souveraineté numide dont Hippone va hériter, et où elle va constituer une des résidences des rois numides, qu'ils soient Massinissa ou autres. Bien entendu, il y a un outsider qui va apparaître et qui va un peu brouiller, c'est mon avis, qui va brouiller cette continuité, cette, j'allais dire presque cette personnalité numido-amazigh ou amazigh d'une manière générale, etc., ce sont les Carthaginois. Bon, beaucoup de collègues historiens considèrent que les Carthaginois
n'ont pas, sont nos frères, entre guillemets, ce ne sont pas nos frères. J'estime que, quelque part, Carthage qui a créé un empire à partir des Phéniciens venus de la Phénicie, l'actuel Liban, ont développé une civilisation, une culture, etc., qui a incontestablement influencé. Elle a eu un impact sur les populations autochtones. Mais dire que ce sont les nôtres, non. Moi, je dis non. N'importe comment, pour revenir à Hippone, puisqu'il faut centrer Hippone, à un moment, à partir justement, pendant un siècle ou un peu plus d'un siècle, sera directement géré ou administré par Carthage. Et par conséquent, elle a subi l'influence culturelle et cultuelle, les deux. Parce que, bon, vous savez, les populations dans l'Antiquité, que ce soit dans notre région ou ailleurs, ne sont pas très, comment dirais-je, sectaires. Ils ne sont pas sectaires, n'importe comment. Donc les Carthaginois auront une période où ils joueront un rôle important au niveau d'Hippone pour être finalement eux et la monarchie numide boutie, enfin, ou du moins soumis par Rome. Et Rome, bon, la période romaine va commencer grosso modo pour Hippone, grosso modo 40 avant Jésus-Christ, et ça va jusqu'en 430, après Jésus-Christ. Donc, grosso modo 5 siècles, 4 siècles et demi, 5 siècles de Hippone latine, Hippone romaine, et c'est ce que nous avons aujourd'hui devant nous lorsqu'on va visiter Hippone, c'est la couche, c'est la strate des 5 siècles d'abord, et d'ailleurs les archéologues français qui ont fouillé jusqu'en 62-63 se sont surtout acharnés à découvrir le romain et la période, la petite période à l'intérieur du romain, la période chrétienne. Donc, à partir de 430, on entre dans une autre phase qui n'a pas duré très longtemps, de 430 à 530, pratiquement un siècle, où les Vandales venus de quelque part d'Europe centrale, enfin de la Germanie actuelle, en traversant l'Espagne, pour aboutir ici, dans la partie orientale de l'Algérie et la Tunisie, où ils vont créer ou constituer un royaume qui ne durera pas longtemps parce que finalement c'était un plaquage d'une population complètement étrangère. Mais ce qui est paradoxal, une fois qu'il disparaît, que le pouvoir politique vandale disparaît, on ne sait pas exactement si tous les Vandales ont quitté notre région ou bien sont restés, sont fondus dans le reste, comme ils n'étaient pas nombreux. Donc là aussi, à partir de 530, Hippone va être byzantine. Byzantine, ou les Byzantins, ce sont les Romains d'Orient, ou disons, c'est ceux qui ont reconstitué l'Empire romain, mais avec comme capitale cette fois-ci Byzance, ou l'actuel Constantinople, et qui dirigera à peu près la partie est de l'Algérie, ou une moitié de la partie est de l'Algérie et la Tunisie, jusque pratiquement à l'arrivée des musulmans, ou des arabes, ou des arabo-musulmans. Pour Hippone, beaucoup disent, en se fondant sur un petit texte de Léon l'Africain, que les troupes ont conquis la ville Malus Militari. Non. La ville d'Hippone s'est islamisée par contact. Et donc, on peut dire que l'islamisation, ou disons l'extension de l'islam dans Hippone, commence à partir de 700-750, notamment sous la dynastie des Arlabites. Et là, on rentre dans
la période du pouvoir, le pouvoir musulman, parce que le pouvoir arabo-amazigho-musulman va avoir un certain nombre de représentants. Vous avez les Arlabites, dont la capitale était en Tunisie, à Kérouan. Puis ensuite, ça va être, disons, d'une manière tout à fait schématisée, les Fatimides. Or, les Fatimides, c'est une dynastie chiite, c'est ce qu'on oublie, l'Algérie a connu. Et cette dynastie chiite qui s'est formée, s'est construite à partir de la région de Sétif, a créé un empire sur, disons, l'Algérie et la Tunisie. Et Hippone a été, à un moment, fatimide, disons, jusqu'au début du XIe siècle. À partir du XIe siècle, c'est la dynastie des Hammadites, elle-même une dynastie issue des Zirides, donc les Sanhaja de la région de Médéa aujourd'hui, Titri, etc. Pour laisser la place à la fin du XIe aux Mouahidoun, les Mouahidoun dont l'empire s'est étendu sur tout le nord de l'Afrique, c'est-à-dire Maroc, Algérie et Tunisie. Et après les Mouahidoun, on rentre dans la phase où, dans les pays du Maghreb, il y a plus ou moins une sorte d'individualisation que nous connaissons aujourd'hui ou presque. Bon, pour l'Algérie, il y a deux partis, si vous voulez, issus du pouvoir des Mouahidoun. Dans la partie est, ce sont les Hafsides dont les capitales étaient Tunis et Bjaïa. C'est ça ce qu'on oublie. Et Annaba était donc dans le giron Hafside jusqu'à l'arrivée des Ottomans, ce qu'on appelle les Ottomans. Et la partie occidentale, c'était le royaume des Iyanides. Mais enfin, restons au niveau de Bouna. Donc Bouna, jusqu'en 1540, et Hafside. C'est Hafside. Et le monument qui représente cette période, un des monuments qui représente, c'est la Qal'a des Hafsides. Et c'est là où la ville, d'ailleurs, elle a connu une petite période où les Espagnols l'ont conquise et l'ont vraiment soumise à des malheurs, si vous voulez, notamment la Qal'a. Bon, la période dite ottomane, que je n'appelle pas moi ottomane, personnellement j'appelle la période des Beys ou des Dey. Donc, Bouna, à partir de 1540, rentre dans la carte politique nouvelle de l'Algérie nouvelle qui naît à ce moment-là où les frontières avec le Maroc sont assez précises et les frontières avec la Tunisie se précisent. Et Bouna fait partie de l'Algérie moderne et contemporaine.
Sidi Dahmani, nous avons évoqué pratiquement toutes les périodes qui sont passées par la région d'Annaba et plusieurs sites et monuments témoignent justement de ce passage-là. Vous avez cité par exemple la Qal'a des Hafsides par rapport à la période des Hafsides, mais il y a aussi le théâtre romain pour les Romains et d'autres sites. Bien entendu. Bon, enfin, le patrimoine, bon, évidemment. Ce qui est concret, le matériel qui témoigne, qui... Bien entendu. Bon, toutes ces périodes, en dehors, comme je vous ai dit, la période préhistorique, ont laissé des témoins. Oui. C'est au-delà des traces. Oui. Pour le préhistorique, peut-être c'est des traces, mais là, ce sont des témoins parfois très importants. Bien évidemment, le témoin le plus important pour la période antique, c'est le site d'Hippone, c'est-à-dire la ville d'origine. Oui. C'est le socle d'origine, la base, à partir de laquelle la vie urbaine s'est développée dans cette wilaya, puisque la wilaya de Annaba aujourd'hui, c'est d'abord Annaba, et donc Hippone, et puis quelques tours tout autour. Et là, nous avons un site assez important. Bon, ce qui a été dégagé dans ce site, c'est essentiellement, que je vous disais tout à l'heure, la période romaine, mais dans ce qui a été dégagé, il y a soit des témoins d'avant le romain, soit des témoins après les Romains, c'est-à-dire vandales, byzantins et arabes. Parce que le site, je ne sais pas si vous l'avez visité, le site a connu une période musulmane avant d'être abandonné, de 700 à peu près à 950. Donc là, c'est le premier témoin de cette longue histoire. Mais cela ne veut pas dire que d'autres témoins de cette période même historique antique, bon, le monde de l'Idoug, par exemple, il y a pas mal de vestiges qui reviennent à cette période ou qui se rattachent à cette période antique. En laissant la période antique, la période musulmane, bon, il y a 3 périodes, 3 monuments. Bon, ce sont des vestiges. Bon, ils sont, si vous voulez, individualisés. Bon, pour la période la plus ancienne, parce que la ville, en quittant Hippone et devenant Boun al-Haditha, Bonne la Neuve, ben, va connaître le Masjid Boumarwan. Lui, en réalité, c'est un complexe qui se compose d'un ce qu'on appelle ribat. Le ribat, c'est une sorte de forteresse où résidaient et surveillaient des sortes de soldats moines, les Mourabitoun. Hein, et au-dessus de ce monument de surveillance de la côte, d'ailleurs, ça donne immédiatement sur le port, vous avez la mosquée, donc Masjid Abou Marwan. Bon, il a été baptisé d'une personnalité du 5e, disons fin 5e, 6e siècle de l'Hégire, donc grosso modo 10e, 11e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est un savant, surtout en rite malékite. Hein. Bon, c'est un des introducteurs, entre guillemets, du malékisme dans cette région-là. Bon. Donc, ça, c'est une mosquée, d'ailleurs, qui a elle est individualisée par son minaret. Le minaret de Masjid Boumarwan fait partie de 3 minarets de ce modèle. C'est un minaret, bien entendu, quadrangulaire, mais qui monte en décrescendo, un peu comme pyramide. Il y a 2 autres minarets comme ça, la grande mosquée de Kérouan, de Oqba, et la mosquée, une petite mosquée mignonne qui se trouve dans la région de Sousse, entre Sousse et Sfax en Tunisie, et qui a cette caractéristique du minaret. Bon, évidemment, cette mosquée restera telle que elle a subi des transformations pour finalement aboutir, malheureusement, dans les dernières années, à une situation plutôt malheureuse. D'abord, elle a subi en 1964 des graves dégâts
lors de l'explosion d'un bateau plein d'armes, et elle n'a été, disons, restaurée ou bien réparée en 68. Et là, il y a un autre, à partir de cette restauration, un vestige d'importance. On a découvert dans cette mosquée un trésor de dinars morabitines. Les morabitoun ont gouverné surtout dans l'ouest, au Maroc essentiellement, et une partie de l'Algérois entre Tlemcen et Alger. Et ces pièces, une soixantaine de pièces, sont là toujours et qui attestent c'est un autre, si vous voulez, monument de très grande importance. Une deuxième période musulmane, la citadelle Hafsid, qui se trouve juste derrière nous par rapport là où nous sommes assis, et c'est une citadelle, c'est le modèle des citadelles berbères. J'utilise ici le terme berbère pour être plus explicite. Ce sont dans les villes d'une sorte de ville réduite, ou à une échelle plus limitée, qui se situe généralement dans un site élevé qui domine la ville, et en cas de danger, soit pour la ville, soit pour le pouvoir, c'est le retranchement. Donc c'est une ville miniature avec une mosquée, avec tout ce qui compte pour tenir un siège. Et la citadelle Hafsid a été construite vers 1300 de l'ère chrétienne. Elle est à l'état plus ou moins de ruine, mais c'est ça. Troisième monument, ou vestige lié donc à Bouna, toujours, c'est, et Medine Tlanab, c'est ce qu'on appelle la mosquée du Bey. La mosquée Salah Bey, du nom de Salah Bey, qui était à Constantine et qui a été édifiée en 1792. Elle a été inaugurée quelques mois probablement avant son assassinat. Et nous avons un autre vestige qui témoigne d'une autre période, on va appeler ça la période chrétienne. Oui. Donc, Saïd Dahmani, c'est le quartier chrétien, donc, oui, où se situe bien sûr la basilique de Saint-Augustin. Oui. Donc, évidemment, à l'intérieur, on peut détailler, là on a détaillé un peu pour la période musulmane, parce que finalement ce sont des vestiges individualisés qui sont très nets. Malheureusement, la ville médiévale Bouna a subi tellement de transformations, soit avec la période dite ottomane, soit la période coloniale, mais pour Hippone, en effet, tout un quartier a été dégagé autour de ce que les archéologues français à un moment ont appelé la basilique de Saint-Augustin, ou la grande basilique, mais qui s'avère être une grande église, mais pas forcément la basilique d'Augustin. N'importe comment, c'est un vestige de très grande importance, parce que c'est quand même assez étendu, et autour duquel se développe un quartier avec des maisons, avec des cellules de moines. Comme on sait, Augustin, à un moment, a constitué plus ou moins une sorte de monastère. C'est un peu un marabout pour les chrétiens de cette période-là. Du moins, il avait commencé pratiquement comme un marabout à Soukharas, au Tagaste avant, puis ensuite arrivé ici, et évidemment, le fait qu'il soit devenu évêque, et grand-père de l'Église, avec sa pensée, sa philosophie, etc., il a dépassé, si vous voulez, le simple fait d'être un chef de monastère. Et c'est, si vous voulez, son action et sa vie pendant 30 ans dans cette église, on suppose, et dans ce quartier, qui a donné à cette partie d'Hippone son importance, si vous voulez, historique, et au-delà même de l'historique. Rappelez-vous, en 2001, nous avons en Algérie organisé un séminaire qui a fait parler de lui. Oui.
Et donc, on continue à sillonner, on va dire, l'histoire de Bona. Hein, et nous ne pouvons pas quitter cette très belle région sans parler de la Qasba de Annaba, ou la vieille Médina, si vous voulez, au Bona al-Atiqa. Hein, on va l'appeler comme ça, puisque c'est là où on retrouve réellement, pratiquement, la vraie Annaba, si on peut appeler ça comme ça, Saïd. Oui, certainement. Bon, évidemment, nous avons parlé des deux grandes mosquées qui sont situées à l'intérieur. D'ailleurs, nous n'avons pas parlé d'une petite mosquée qui a été transformée en zaouia, etc. S'agissant de Sidi Ibrahim, bon, enfin, je dis deux mots avant de continuer sur la Médina. Donc, bon, c'est un mot. Il y a d'abord la tombe qui, elle, a été. Sidi Ibrahim a dû mourir vers 1600 et quelque chose, donc au XVIIe siècle. Et quelque temps après, au moins un demi-siècle, sinon plus, bon, a été construite cette Qubba au-dessus. Je dis et j'affirme, et je le dis, ce n'est pas un bey tunisien qui a donné l'instruction de la construire, c'est le bey Ali al-Qulli de Constantine qui a fait construire la Qubba de Sidi Ibrahim, d'ailleurs de Bentoumi, et d'ailleurs c'est lui qui a construit la toute petite mosquée magnifique d'Al-Qulli. Hein? Bon, donc pour revenir à notre Bouna, je n'aime pas vieille. Malheureusement, je l'ai déjà dit à certaines des autorités de la ville, ne l'appelez pas vieille, elle s'appelle, bon, appelez pas, elle a quartier de Bouna, Haï Bouna, appelez-la Bouna, mais pas la vieille ville. Il y a quelque chose de péjoratif dans vieux, ou dans cette appellation. Donc la ville, elle a été fondée entre 450 et 500 de l'ère hégirienne, donc disons fin 10e, début du 11e. Au moment où les habitants d'Hippone, restons dans Hippone, ont décidé d'abandonner définitivement le site antique pour venir s'installer dans la ville. Et donc la ville va se développer au fur et à mesure autour de la mosquée et du Ribat, et à l'intérieur des remparts qui se sont aussi élevés vers cette période-là du XIe siècle. Parce que la ville va monter, Hippone est en plaine, c'est niveau 3 mètres par rapport au niveau de la mer, alors que Bouna est à 30 mètres, dans son point le plus élevé. Et donc, site défensif, et c'est les Hammadites qui ont donc gouverné dans cette partie de l'Algérie entre début du XIe jusqu'à la fin du XIe, début du XIIe, qui vont utiliser cette ville comme élément défensif parce qu'ils commencent à intervenir dans les relations internationales à travers la Méditerranée. Et donc la ville va acquérir une histoire politique, une histoire économique. Sa relation avec l'Andalousie était extrêmement importante, des marchands, etc. Et même culturellement, je suis presque certain qu'une des voies qui ont permis l'introduction de ce qu'on appelle l'Andalousie, que ce soit du point de vue musique ou forme, etc., c'est Bouna, pareil, a été une de ces portes-là. Bon, à l'intérieur, évidemment, la population, c'est une population autochtone qui a développé donc une tradition de combat vis-à-vis des envahisseurs. Elle va connaître un certain nombre d'avatars avec les Hilaliens, parce que il ne faut pas oublier cette phase-là. Avec les Européens, je cite par exemple, comme ça, au hasard, une attaque qui a duré une journée de 2 heures du matin
au coucher du soleil, où une coalition franco-italienne en 1607 a investi la ville et où pratiquement toute la population a été écrasée. Voilà, si vous voulez, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce sera peut-être une autre l'essentiel. Voilà. قالوا 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 ما يشبك نور الدفلا في الواد يعمل الضلال. Ce spécial Bouna, Histoire ancienne est fini. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et de nous rester fidèles. Merci à mon invité aujourd'hui, Saïd Ahmani, ancien conservateur du patrimoine archéologique de l'Est, sans oublier bien sûr Amin Fedala à la réalisation. Un plaisir de vous retrouver via le net Patrimonium pour vos propositions et critiques et sur la page de la radio algérienne www.radioalgérie.dz/chaîne 3 et sur Twitter #Patrimonium. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain sur cette antenne pour un nouvel épisode de Patrimonium consacré à Annaba, us et coutumes. À très bientôt. Salam.
صار